allons-y. Moteur. Moteur. Oh putain, moteur. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je vous ai mis cette petite musique type suspense, étrange, ambiance chelou, parce que je vais vous parler de ce qui est pour moi l'une des plus grandes énigmes du cinéma au XXIe siècle, Mulholland Drive, écrit et réalisé par David Lynch. Et quand je dis énigme, je parle surtout de tout l'engouement qu'il y a autour depuis à peu près 20 piges. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2001, César du meilleur film étranger en 2002, rien que ça, mais personnellement, je l'ai trouvé fouillis, incompréhensible, très ennuyeux, beaucoup trop long, et parfois même, je dirais, un peu prétentieux dans son traitement global, tant il laisse clairement le spectateur sur le bord de la route tout au long de l'histoire. Il est fou ce mec! Oh oui, je sais, je vais encore me faire déchirer sur les réseaux sociaux, un peu comme quand j'ai sorti l'épisode sur 2001 l'Odyssée de l'espace, que je n'ai pas aimé non plus, à peu près pour les mêmes raisons. D'ailleurs, allez voir notamment sur YouTube les sauts d'insultes que je me suis pris, c'est quand même assez savoureux et assez étonnant et triste quand même. Mais je suis désolé, je pars du principe qu'un film devenu culte pour plein de raisons peut aussi être un mauvais film pour tout un tas d'autres raisons. Et pour moi, clairement, Mulholland Drive, c'est de l'onanisme pur et simple. Hein ? De la branlette intellectuelle, si c'est plus clair comme ça. Et ce qui m'agace encore plus, alors là c'est le pompon, c'est les gens sur Internet qui se prennent pour des philosophes du cinéma. Plus les films sont perchés, plus ils sont incompréhensibles, et plus ils vont aller chercher des intentions inconscientes du réalisateur que même lui, il savait pas qu'il y avait pensé. Ben non, le film, il est raté, un point c'est tout, mais juste avant de vous raconter pourquoi, parce qu'il y a plein de raisons, voici le synopsis de Mulholland Drive avec une voix et une musique de bande-annonce. Errant sur la route de Mulholland Drive, après un accident de voiture qui l'a rendu amnésique, Rita se réfugie dans la première maison qu'elle trouve, bientôt habitée par Betty, une apprentie comédienne qui vient de débarquer à Los Angeles. Cette dernière, intriguée, va apprendre à connaître Rita et l'aider à retrouver son passé, avec comme point de départ des liasses de billets et une clé bleue. Voilà, comme dirait l'autre... Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais, dans le traitement global, c'est une cata. Même au niveau de l'image, alors que quand même, David Lynch, c'est l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération, il n'y a pas de débat. Mais là, je trouve que la composition des plans, le choix des couleurs, des costumes, les effets visuels... ça sent la naphtaline, comme on dit. Pour ceux qui connaissent pas l'expression, ça veut dire c'est vieillot, c'est passé, c'est sans vie, sans peps. Alors après, les puristes philosophes vont me dire « Ouais, mais attends, c'est fait exprès, tu vois, il a dégradé volontairement son art pour nous faire sentir, tu vois, la détresse des persos, quoi. » Arrête tes conneries, je t'en prie. Et puis, surtout, qu'est-ce qu'il a voulu nous raconter ? Enfin, je ne sais pas du tout, là. Rien, non ? Rien. Je pense que c'est ça, effectivement, la bonne réponse. Non. En vrai, j'exagère un peu beaucoup parce que quand on regarde des vidéos ou des documentaires qui proposent des éclairages sur ce film, on comprend plein de trucs. Et ça en deviendrait presque intéressant. Mais moi, je suis quand même toujours assez circonspect quand il faut que des spécialistes t'expliquent ce que tu viens de voir. Et dans Mulholland Drive, ce qui m'a gêné, c'est qu'on est dans un gloubi-boulga de séquences qui s'enchaînent sans aucun lien narratif apparent. Et en termes d'ambiance, t'as pas de ligne directrice. On est dans un film ancré dans une réalité un peu compliquée à cadrer. Moi, je dirais début des années 90, au vu des voitures et des téléphones filaires qui sont utilisés
stylisé, même si parfois en fait on dirait presque qu'on est dans les années 80, mais on a aussi plein de touches complètement surréalistes. Dans le même temps, on est dans un thriller psychologique, dans un film d'enquête, dans un film à énigmes, comme je le disais tout à l'heure. À quelques moments, t'as des petits bouts de comédie. Ça m'a l'air d'un bordel. Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire, mais après tout, on peut aussi considérer que c'est l'univers de David Lynch depuis ses débuts, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là si, quand même, un truc pour moi, c'est que je trouve qu'il se parodie un peu lui-même, il pousse le curseur trop loin, et là où ça pouvait être du génie dans plein de films ou de séries qu'il a réalisés, ça marche pas. Tiens, je vais vous faire écouter quelques extraits, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis. Il n'y en aura pas beaucoup d'extraits parce que j'ai plein d'anecdotes à partager avec vous pour comprendre pourquoi ce film est une incroyable tanasse. Allons-y. Donc, pendant les 12 premières minutes du film, c'est assez linéaire et compréhensible. Chiant, lent, mais on comprend au moins ce qui se passe. On voit la fameuse Rita à l'arrière d'une berline menacée par 2 gars qui veulent la buter, et t'as parallèlement 2 voitures conduites par des jeunes fous qui dévalent la route à fond les ballons et qui percutent donc la berline, permettant à Rita de s'échapper. Ensuite, elle erre un peu dans la forêt, puis elle arrive dans une rue pavillonnaire et par peur d'être suivie, elle rentre dans une petite maison et se cache de son habitante qui est manifestement en train de partir, genre en vacances, tu vois. Là, une coupe et on arrive dans un diner avec 2 personnages qui se racontent ça. Tu as donc rêvé de ce Winky. Et après ? C'était 2 rêves en fait, mais 2 fois le même. Je suis assis ici devant une consommation, mais c'est ni le jour ni la nuit. Une étrange pénombre. Mais tout le reste est identique, sauf l'éclairage. Je te dis pas la frousse que j'ai, c'est insensé. Après cette conversation qui a l'air extrêmement passionnante, vous en serez d'accord, ils sortent dans la rue, ils passent derrière le diner à l'endroit des poubelles et... Là, pour te décrire un peu, t'as une sorte de SDF aux cheveux bruns, très longs, très sales, avec le visage couvert de crasse. On dirait un peu Jacouille la fripouille, mais en 100 fois plus flippant. Il sort de derrière un mur et dès qu'il le voit, le gars qui parlait de son rêve dans le diner fait une crise cardiaque. Dans la rue, comme ça, juste en voyant le clodo. Et ces 2 personnages qui parlaient dans le resto, on les reverra à peine en mode figurant, mais juste clin d'œil à un moment dans le film, mais on sait pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils deviennent, quel est le lien qui les unit, pourquoi le mec meurt de peur, rien. Ensuite, on découvre Betty, le personnage de Naomi Watts, qui arrive de l'aéroport et qui emménage dans la maison de sa tante. Elle découvre donc Rita, qui est en train de prendre une douche. Oui, elle prend une douche, tranquille, elle se réfugie dans une maison qui n'est pas la sienne et elle prend une douche, normal. Et les 2 femmes commencent à se découvrir dans des dialogues interminables et d'une vacuité assez incroyable. Et là, on arrive dans une des nombreuses sous-histoires, celle d'un jeune réalisateur à qui on veut imposer une actrice. Il refuse, il s'énerve, les producteurs arrêtent tout avec lui, sa femme le trompe, elle le fourre de chez lui, il se retrouve à dormir dans un petit hôtel miteux et un soir, tu sais pas pourquoi, il va dans un ranch en plein milieu de la nuit et il rencontre un cow-boy. L'attitude d'un homme peut influer jusqu'à un certain point sur la voie que son destin va prendre. Est-ce que tu penses pouvoir être d'accord avec ça ? Tout à fait. Est-ce que tu as répondu ça parce que tu croyais que c'est ce que je voulais entendre ? Ou est-ce que tu as bien réfléchi à ce que je dis avant de répondre ? Parce que tu es sincèrement convaincu que c'est juste. J'ai réfléchi, je pense que vous avez raison. En toute sincérité. Qu'est-ce que j'ai dit ? Que bien souvent, l'attitude d'un homme influe sur la tournure que son destin va prendre. Dialogue pour ne rien dire bonjour. Dialogue dont on ne comprend pas le sens, bonjour aussi. 3 minutes d'une discussion chelou, fondue au noir, et on revient sur Rita qui fait répéter un casting à Betty, la jeune actrice. Merci beaucoup.
Mais on s'en foutait de cette séquence, en réalité. On avance un peu, le réalisateur est finalement sur son tournage. Pendant ce temps, les deux femmes continuent leur enquête jusqu'à une nuit où elles font l'amour, voilà, dans une scène particulièrement sensuelle, je l'avoue. Et après ça, en plein milieu de la nuit, elle décide d'aller dans une sorte de cabaret pour regarder un spectacle très chelou. No hay banda. Il n'y a pas d'orchestre. No hay orchestra. Tout ceci n'est qu'un enregistrement. No hay banda et pourtant, on entend un orchestre. Si l'on veut entendre une clarinette, tendons l'oreille. Un trombone à coulisses. Je vous l'avais dit, hein, rien qu'à l'entendre, c'est chelou, on est d'accord. Fondu au noir, et là, on revient sur Betty qui se réveille seule et elle a un peu changé. Sa coupe de cheveux est différente, son visage un peu aussi, et surtout, maintenant, elle s'appelle Diane. Et là, on dirait qu'on est dans une toute autre réalité. Les personnages qu'on a vus avant ont d'autres prénoms, d'autres personnalités, d'autres destins, c'est très bizarre. On découvre que Betty/Diane est en fait une comédienne ratée qui n'a pas du tout la même vie que dans la première partie du film. Que celle qui était Rita avant est bien sa meuf, mais qu'elle la trompe avec le fameux réalisateur. Et donc, finalement, Betty/Diane, jalouse et dépitée, décide de la faire buter. Et alors là, accrochez-vous, dernier extrait complètement what the fuck que je vous propose. On retrouve le clodo du début, là, le Jacouille la fripouille bizarre, qui tient une boîte bleue dans les mains, une boîte qu'on avait déjà vue un petit peu plus tôt dans le film et qui a l'air d'avoir une vraie importance symbolique. Ça zoome et de la boîte, attendez, sort un couple de vieux qu'on avait aussi vu au début de l'histoire, tout au début quand ils sortaient de l'aéroport avec Betty, quand elle est arrivée à Los Angeles. Sauf que là, ils sortent de la boîte en mode minuscule, taille de jouet enfant, quoi, voilà. Et ils marchent de façon très chelou pour sortir de la boîte. Ensuite, on retrouve Betty/Diane chez elle, qui a pas l'air bien du tout après avoir demandé à faire buter sa meuf. Là, les vieux, ils ont repris une taille normale, ils tapent à sa porte, elle ouvre, et là, ils se ruent sur elle complètement. Diane finit par se tirer une balle dans la tête. Et fin du film. Voilà, je vous l'ai raconté tel qu'on le reçoit lors du premier visionnage, sans tous les éclairages qu'on peut ensuite découvrir dans des vidéos ou des documentaires. Ah bravo, merci du renseignement, heureusement que tu es là. Bon, maintenant que vous comprenez un peu mieux ce que je veux dire, voici les raisons pour lesquelles ce film, selon moi, est raté. D'abord, parce qu'à la base, il n'a pas du tout été pensé comme un long métrage. C'est en fait le pilote d'une série. Oh là, j'y crois pas, putain. Oh. Et si, c'était une série que David Lynch avait prévendue à la chaîne américaine ABC, qui n'en a finalement pas voulu tellement ce premier épisode était bizarre et insensé. À savoir que la première version faisait 2 heures, ABC a demandé à la recouper pour passer à 1h30, mais ça voulait toujours rien dire. En plus de ça, la chaîne considérait que les 2 comédiennes principales, Naomi Watts et Laura Harring, étaient trop vieilles et que le traitement global était beaucoup trop perché. Du coup, ABC lâche complètement l'affaire et c'est alors Studio Canal, la boîte de production de Canal+, qui renégocie les droits, qui investit 7 millions de dollars pour tourner de nouvelles séquences 1 an plus tard et qui donc le transforme en long métrage destiné aux salles.
Ok, alors là, ça va être un bain de sang. Ah bah oui, forcément, en termes narratifs, c'est super compliqué. David Lynch, il avait écrit le premier épisode d'une série, donc avec des situations et des personnages qui sont censés évoluer dans les épisodes suivants. Donc c'est normal qu'ils mettent pas toutes les réponses tout de suite. Faut délayer dans le temps, faut densifier à chaque épisode pour garder l'attention et l'intérêt du spectateur jusqu'à la fin. Or là, déjà, on lui demande de couper son pilote d'une demi-heure et plus tard, on lui dit qu'au final, ce sera un long métrage. Donc, qu'il lui faut écrire et tourner des scènes supplémentaires pour compléter la narration et donner un minimum de réponses, ainsi qu'un dénouement à cette histoire. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Surtout que le montage final fait 2h26, donc il y a eu pas mal de scènes rajoutées et il a fallu réfléchir à la façon dont on allait raccrocher tous les wagons. D'où ce joyeux bordel qu'on a devant les yeux et qui nous perd complètement. Il y a des repères qui ont sauté, je m'y retrouve plus. C'est juste que l'histoire à la base était pas prévue pour rentrer en un seul film, même si quand même, je suis parmi ceux qui pensent que David Lynch aurait pu faire 1000 fois mieux s'il n'avait pas réécrit avec cette amertume, ce ressentiment contre la chaîne ABC et Hollywood qui l'a fait un peu bâcler le truc. Ça, c'est ton opinion personnelle. Oui, pas que la mienne, hein, mais je trouve que ça se sent en fait quand on regarde le film. D'ailleurs, écoutez ce qu'a expliqué David Lynch lui-même en interview. Tout ce que je sais, c'est que j'ai apprécié réaliser ce film. ABC a détesté et je n'ai pas aimé les coupures que j'ai faites. J'étais d'accord avec ABC. La version longue était trop lente, mais j'ai été obligé de la massacrer parce que nous avions un impératif de temps trop contraignant pour permettre de tout peaufiner. La structure s'est dissipée, tout comme des scènes importantes et des pans de l'intrigue, et 300 copies de la mauvaise version ont été diffusées. Beaucoup de personnes l'ont vue et c'est embarrassant parce que la pellicule est également de mauvaise qualité. Je ne veux pas y penser. Vous serez d'accord, c'est quand même édifiant, venant du scénariste et réalisateur du projet. D'autant que la reprise du tournage en l'an 2000 a été extrêmement compliquée. Beaucoup d'éléments de décor, de costumes et d'accessoires avaient été égarés. Lynch avoue lui-même avoir été en panne d'inspiration complète avant d'avoir une révélation subite sur les scènes à rajouter. Et puis les comédiens aussi. Ils ont dû retourner 1 an après avec un scénario totalement remanié qui changeait toute l'appréhension qu'ils avaient faite de leurs personnages pour les interpréter au mieux. C'est un peu compliqué. Eh oui, encore une fois, pas facile du tout, et c'est pour ça que là, t'as un film en mode puzzle. Et le problème, c'est que David Lynch, il explique jamais le sens de ses œuvres. Il a bien donné quelques clés par-ci par-là dans des interviews, mais quand on découvre le film pour la première fois, eh ben c'est vraiment compliqué de trouver un intérêt à cette histoire. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Voilà, merci infiniment d'avoir écouté ce nouvel épisode du Cinéma Tué. Encore et toujours, 1000 merci, non même 1 million de merci pour votre fidélité. Comme d'hab, on partage cet épisode autour de soi, on en parle, on le recommande, on met des petits commentaires sympas et les fameuses 5 étoiles. Et puis on se retrouve très vite pour continuer d'explorer les méandres du 7e art. Merci encore pour tout et surtout n'oubliez pas, vive le Cinoche! Ciao tout le monde!